Enfin, voilà cette année 2020 terminée. Salut à tous, ici Reg et joyeuse année à tous, bonne année, j'espère que cette année 2021 sera meilleure que l'année 2020. Nous sommes là pour célébrer les films de l'année précédente, même si évidemment le cinéma a beaucoup souffert et va continuer de souffrir cette année. Il y avait quelques bons films que j'ai envie de vous conseiller, que ce soit sur la plateforme de streaming ou au cinéma. C'est une liste avant tout subjective et vous en avez sûrement une différente. C'est pour ça que je vous demande de la mettre dans les commentaires. Comme d'habitude, ce n'est pas un classement, mais je vous donnerai mon film préféré tout à la fin. Je vais commencer tout de suite avec un film Netflix qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le film His House. Le film His House est un film d'horreur sociale sur l'immigration, pour être plus précis. C'est l'histoire d'un couple qui va être installé dans une maison au Royaume-Uni car ce sont des réfugiés qui ont eu le droit d'asile. Sauf que dans cette maison-là, il va se passer plein de choses assez surnaturelles et ça va faire écho à leur passé d'immigration et à leur passé dans leur pays précédent. C'est un film qui est super prenant parce que déjà visuellement il envoie et c'est assez plaisant de voir ça dans un film d'horreur. Est-ce qu'il fait peur ? Je trouve pas vraiment, voilà, c'est un film à tendance horrifique, mais il n'y a pas trop de jumpscare, c'est pas un film qui fait vraiment peur. Mais ce qui est fort, c'est évidemment la métaphore horrifique par rapport à leur passé. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le parallèle entre l'horreur et leur passé, mais aussi qui ils sont réellement, parce qu'on apprend plein de choses sur ces personnages-là, on apprend qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Tout ça avec un arrière-plan très géopolitique, très social. Et oui, je me suis pas du tout ennuyé, j'ai trouvé ça vraiment bien rythmé, j'ai trouvé ça très prenant, c'est vraiment un super film. Je m'attendais pas à grand-chose, mais je l'ai vu et c'était bien plus profond à ce que je m'attendais et il mérite cette place aujourd'hui. Il pose des questions sur qui on est, sur l'humanité, il fait réellement réfléchir et j'ai trouvé ça très divertissant. C'est sur Netflix, vous pouvez foncer. Toujours sur Netflix, c'est le film qui s'est fait un peu démolir par tout le monde mais que moi j'ai beaucoup aimé, c'est The Five Bloods. C'est l'histoire de anciens vétérans du Vietnam qui vont retourner au Vietnam afin de trouver de l'or et s'enrichir. Sauf qu'évidemment il va y avoir plein de problèmes par rapport à ça, mais j'ai beaucoup aimé le film parce qu'il est un peu déconnecté des fois. Tu sais pas trop ce qu'est le film à certains moments, mais tu comprends au fur et à mesure. Et même si ça peut paraître un peu stupide pour certaines personnes, moi je trouve le film très touchant. Voilà, il y a plein de scènes qui sont super fortes, surtout maintenant quand tu sais que le pauvre Chadwick Boseman est décédé. Il y a une scène très touchante par rapport à lui, mais tout le film globalement est très bien joué. Je trouve que Spike Lee se démerde très bien. Alors oui, peut-être il s'éparpille un peu plus. Tu sais pas si c'est un film d'action, un film de retrouvailles, un film de voyage. Tu sais pas trop ce que c'est. Tu sais pas vraiment ce que veut raconter le film à plein de moments, mais moi je l'ai beaucoup aimé parce que je me suis attaché aux personnages, je me suis attaché à leur quête, je me suis attaché à leur relation, à leur passé, et j'ai trouvé le film assez beau. Et honnêtement, c'est un film assez lent et avec des scènes d'action qui sont pas les plus intéressantes, mais j'ai trouvé ça très bien, très prenant. C'était une aventure et j'ai kiffé la vivre avec ces vétérans du Vietnam. Et honnêtement, je vous le conseille, c'est aussi sur Netflix. On continue sur Netflix avec le film Uncut Gems. Vraiment, j'ai adoré ce film. C'est un film extrêmement frénétique. Dans les rues de New York, vous allez vous perdre et ça va à 2000 à l'heure. C'est l'histoire d'un joaillier qui a commandé depuis l'Afrique une sorte de pierre précieuse que tout le monde veut posséder, plus principalement une star de NBA, et il va lui donner en échange de quelques objets, et cette personne-là, interprétée par Adam Sandler, doit la récupérer. C'est un film qui est assez stressant parce que tu sais jamais comment ça va finir de une. C'est un film des frères Safdie que moi j'aime beaucoup. C'est un film frénétique, comme je l'ai dit, ça va à 2000 à l'heure, et ça qui est entraînant, c'est que ça ne s'arrête jamais pour le coup. C'est une ambiance très spéciale, il y a des fois même des moments assez psychédéliques, mais pour les personnages, pour le jeu d'acteur, pour vraiment le stress qui est présent durant tout le film, j'ai trouvé ça très bien. C'est très divertissant, c'est vraiment un pur plaisir et je ne peux que le conseiller aussi. C'est pas pour tout le monde, j'avoue, mais c'est sûrement le film le plus accessible des frères Safdie. Moi j'ai adoré la ville, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance et je me suis vraiment attaché à tout ce qui s'est passé et j'ai trouvé le film très satisfaisant. C'est l'un des meilleurs de cette année. Sur Prime Video cette fois-ci, il faut parler de Borat 2. Écoutez, Borat 2, je l'ai revu et je dois admettre que je le préfère en 1. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a enfin une histoire dans Borat. Alors le 1, il y avait plein de choses sympathiques, mais globalement l'histoire en soi était pas intéressante. Tous les moments où justement on mettait les Américains face à leurs problèmes étaient forts et là ils sont aussi présents dans Borat 2. Sauf que Borat 2 pour le coup a une histoire. Borat 2 raconte quelque chose, donc la relation entre lui et son enfant, et c'est pour ça que je trouve Borat 2 supérieur. Alors il y en a plein, ils vont dire ouais c'est un film anti-Trump, ça a toujours été Borat, hein. Ça a toujours été un film anti-républicain. Si vous voyez le premier film Borat, c'est pareil, hein. Ça clash les républicains non-stop. Sauf que Borat 1, il y avait plein de scènes où il se passait pas grand chose et c'était juste des scènes pour faire rigoler. La fameuse scène à poil par exemple, elle sert pas à grand chose. Borat 2 remplace ces scènes là par des scènes de relations père-fille et je trouve ça beaucoup mieux. Pour l'humour, pour vraiment ce qu'ils ont essayé de faire, même si celui-ci est peut-être un peu plus orienté politiquement, d'accord,
gore. Moi ça ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé le film vraiment très prenant et j'ai trouvé supérieur au premier, c'est pour ça que je vous le conseille, c'est sur Prime Video. On retourne sur Netflix avec le film Le Diable tout le temps. Écoutez, moi j'ai adoré cette aventure à travers les âges, j'adore ces histoires où vraiment on vit plusieurs générations. Là c'est le cas, on vit deux générations différentes et on vit un peu l'évolution de ces personnes. Entre le jeu des acteurs que je trouvais vraiment très convaincant, la fin très satisfaisante aussi, et cette ambiance vraiment très calme mais très satisfaisante et qui nous fait un peu voyager dans une Amérique plus rurale, une Amérique un peu des oubliés. En tout cas, je conseille ce film. C'est un film très lent pour le coup, faut pas s'attendre à un film d'action, mais je trouve la performance des acteurs assez satisfaisante pour continuer à regarder le film et je trouve que c'est bien filmé, tu t'ennuies pas et j'ai adoré l'histoire qui a été racontée. Enfin bref, je vous conseille ce film, j'ai été vraiment agréablement surpris. Au cinéma cette fois-ci, c'est le film Madré que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film qui m'a mis une grosse claque visuelle, vraiment c'était un pur plaisir de le voir au cinéma. Visuellement c'est une grosse claque et juste pour ça je vous conseille de le voir au cinéma. Bon malheureusement c'est trop tard, mais si un jour il repasse au cinéma, allez-y, ou alors sur votre belle TV 4K. Mais en tout cas ouais, c'est un film qui va raconter l'histoire de cette femme qui va essayer de retrouver son fils kidnappé, mais elle sait très bien que ce fils là a disparu et elle va commencer à s'attacher à un autre enfant qui ressemble beaucoup à son fils et va commencer à se développer une relation assez bizarre mère-fils, mais c'est pas vraiment son fils. Enfin bref, c'est une histoire qui est assez étrange mais qui est vraiment très divertissante pour moi, elle est vraiment très bien foutue. Il y a rien qui m'a déçu dans ce film, mais il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils sont ennuyés ou pas, alors moi pas du tout. Et je me suis pris la claque visuelle, j'ai assumé le film de A à Z et je l'ai trouvé vraiment mémorable. Vraiment c'était du haut niveau et c'est un film qui reste en soi quand même après. Il y a plein de scènes qui sont marquantes, il y a plein de scènes qui touchent et c'est un film assez émouvant. C'est pas pour tout le monde encore une fois, mais je vous le conseille énormément. Un documentaire que je vous conseille pour les gens qui n'y connaissent rien du tout en réseaux sociaux, c'est le documentaire Derrière nos écrans de fumée de Netflix. C'est un documentaire qui va raconter comment les réseaux sociaux nous rendent addicts, comment est-ce qu'ils nous manipulent. Je dois admettre que si vous connaissez déjà les méthodes qu'ils emploient, vous n'allez rien apprendre avec ce film, mais pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est un film qui est vraiment divertissant parce qu'il mélange donc des éléments de documentaire avec des interviews de personnes importantes du monde de la tech qui s'y connaissent et des éléments de fiction qui sont vraiment bien faits, qui t'angoissent même à certains moments et c'est presque fait comme un documentaire d'horreur parce que ces réseaux sociaux nous bouffent petit à petit et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment l'apport à l'humain et à la technologie et c'est Black Mirror mais dans la vraie vie. Donc vraiment je vous conseille ce documentaire. Un film que j'ai kiffé aussi c'est The King of Staten Island. C'est peut-être pas le film le plus grandiose, le plus chef-d'œuvresque de la liste, mais c'est un feel-good movie comme il en faut aujourd'hui en 2020 et sûrement en 2021. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu son père et qui fait pas grand-chose. Voilà, il fait que fumer de l'herbe et il traîne un peu à Staten Island et il va rencontrer un homme qui va devenir une sorte de figure paternelle pour lui. C'est un film assez long, 2h20 et quelques, mais je me suis pas ennuyé une seule seconde. Pareil, il est sorti au cinéma et c'était tellement divertissant. J'ai pris mon pied, c'était vraiment l'une des séances les plus pleines de l'année, post-Covid évidemment, mais vraiment je m'attendais pas autant apprécier ce film. C'est un feel good movie, voilà, c'est sympa à regarder, il y a des bonnes performances, il y a des bons moments dans ce film, voilà, c'est un bon divertissement. Et si vous voulez voir un film après lequel vous allez bien vous sentir, eh bien The King of Staten Island, c'est le film à voir. À l'opposé pur et dur d'un feel good movie, c'est le film L'ombre de Staline. L'ombre de Staline est l'histoire du Holocauste ukrainien. Oui, voilà, c'est une ambiance complètement différente. C'est l'histoire de Holodomor, c'est vraiment voilà Staline qui a assassiné brutalement des millions d'Ukrainiens qui n'ont pas pu se nourrir. Et c'est l'histoire d'un journaliste qui va enquêter sur ça et qui va découvrir le génocide. Et oui, c'est un génocide qu'on ne connaît malheureusement pas assez en Europe de l'Ouest, alors que l'Europe de l'Est a été marquée par génocide. Clairement, dès que vous allez en Europe de l'Est, tout le monde connaît le génocide ukrainien et il fait beaucoup de mal. En Europe de l'Ouest, on ne connaît pas trop. Et c'est bien que ce film montre un peu la vérité par rapport à ça. Je trouve vraiment bien, peut-être un peu trop académique. C'était super divertissant, c'était vraiment prenant. J'aime beaucoup l'histoire de l'URSS et là, ça en fait partie. Et clairement, si vous voulez un film qui vous éduque un peu, c'est peut-être pas le film le plus parfait, mais voilà, il représente assez bien la réalité. C'est pas un cours d'histoire non plus, mais vous allez un peu comprendre les enjeux de ce qui s'est passé à l'époque. Et il y a plein d'imageries qui vont vous marquer. Alors voilà, c'est pas facile à regarder des fois, mais je vous le conseille vraiment parce que c'est un film qui fait mal et il faut savoir ce qui s'est passé quoi. Il faut au moins comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé parce que le génocide de Staline était horrible. Encore aujourd'hui, on sait pas combien sont morts, mais il y a au minimum 3 millions de personnes et ça va jusqu'à 12 millions. C'est un film assez important aussi. Et écoutez, celui-ci, au début, j'étais pas très fan. Je trouvais que le gimmick était un peu inutile, mais c'est 1917. C'est le film plan séquence, mais c'est vrai qu'il y a plein de faux plans séquences dans le film. Et écoutez, au début, je me suis dit, ouais, ça sert à rien, c'est un plan séquence inutile, mais en vrai, le film est bien. Le film est bien, le film est divertissant, le film est vraiment beau. Et oui, le plan séquence, il n'y a pas grand chose. On aurait pu raconter la même histoire peut-être avec des plans normaux, mais en vrai, ça permettait de donner une continuité. Ça permettait d'avoir une timeline très courte et ça servait au film au final. Je dis pas que c'était essentiel, on aurait pu peut-être raconter ça différemment, mais en vrai, pour le film qu'on a eu, c'était vraiment bien. La photographie, surtout la deuxième partie du film, est magnifique. Je pense que le plus décevant, c'était le marketing du film parce qu'il a vraiment mis en avant le fait que c'est un plan séquence. L'histoire, les visuels, tout ce qui s'est passé dans le film, là, oui.
oui, c'était vraiment bien. Je dirais pas que c'est une prouesse technique, hein, mais en vrai, en tant que film de guerre, c'est un bon film de guerre. Mais je pense, mine de rien, qu'il va rester dans les annales parce que ça fait partie de ces films-là qui sont pas les plus marquants, mais qui ont apporté quand même des visuels assez prenants. Alors, j'aurais pu choisir un autre film Pixar que je mettrai juste après en mention honorable, mais j'ai choisi Soul, qui est sorti la semaine dernière. Soul, c'est l'histoire d'un jazzman qui est complètement perdu et qui va mourir, sauf qu'en mourant, il va découvrir un monde où, au fait, on crée des humains, on crée des âmes, et il doit entraîner une âme à devenir humaine. Et ça va être vraiment l'histoire de lui et de cette âme qui vont devenir amis et qui vont essayer de se réconforter l'un et l'autre. Et c'est ça qui est fort pour moi, c'est que je m'attendais pas à grand chose de ce film, je m'attendais pas à ce qu'il soit grandiose, mais en vrai, il l'est totalement. C'était l'un des meilleurs films Pixar, l'une des plus belles expériences. Déjà, visuellement, c'est une claque. On est presque sur du photoréalisme quand on est à New York, mais juste dans les thématiques, oui, je pense que beaucoup de personnes vont se sentir concernées parce que c'est un film qui parle de l'étincelle de notre vie. Qu'est-ce qui nous motive à vivre? C'est quoi le but de la vie? C'est un film très existentiel, mais pour les enfants. Mais en vrai, c'est sûrement le film le moins pour les enfants de chez Pixar que j'ai vu. Le film est sorti sur Disney+, et c'est vrai que j'ai pris une claque. Écoutez, j'ai trouvé ça touchant, j'ai versé ma petite larme à la fin, c'était vraiment magnifique. C'était un film qui était beau, avec une excellente musique, par Trent Reznor. Rien que ça, c'est l'un de mes films Pixar préférés, et si vous voulez voir un film touchant, existentiel quand même, existentiel c'est quelque chose, regardez ce film parce que vraiment il va vous toucher exactement là où il faut. Moi il m'a fait quelque chose. J'y pense encore aujourd'hui, c'est vraiment une belle claque, une belle claque. Un film que j'ai adoré aussi qui est sorti en début d'année, c'est Jojo Rabbit. J'ai adoré ce film. On a commencé l'année en dansant et on va aussi la finir en dansant, vous allez voir pourquoi. C'est un film qui parle de la jeunesse hitlérienne, c'est un film qui est une comédie satirique sombre, c'est hyper drôle, il y a des vrais personnages, je trouve que c'est le meilleur film de Taika Waititi. Pour moi, tout était réussi, il n'y a rien qui a été raté, j'ai trouvé ça super bien de tous les points de vue. La mise en scène, les acteurs qui sont géniaux, l'écriture du scénario, c'est tellement drôle et sombre, c'est intelligent, ça va chercher vraiment de l'humour sombre mais satirique. Pour moi, c'est une perle, c'est l'un de mes films préférés, j'adore ce film, c'est vraiment un film incroyable. J'ai trouvé ça super divertissant, beau, touchant. Oscar du meilleur scénario mérité parce qu'il a vraiment bien adapté et c'est un film, voilà, encore une fois, un feel-good movie mais avec un côté plus sombre, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est le nazisme, c'est la jeunesse hitlérienne. Et réussir à autant nous faire rigoler avec un sujet aussi sombre, c'est vraiment réussi. Surtout que ça se moque de ce sujet-là, mais de manière intelligente. C'est pas juste, ah, c'est des nazis, ils sont cons. C'est vraiment aller plus loin que ça. Et je trouve que c'est une œuvre d'art et j'adore ce film. C'est d'ailleurs inquiétant que ce film résonne autant en 2020. Un film que j'ai adoré aussi, et là on arrive un peu dans mon top 3 des films que j'hésitais à mettre en première position, j'ai envie de dire. C'est le film Je veux juste en finir. C'est un film complètement fou. C'est un film qui parle de dépression, de mélancolie. C'est un film très abstrait, non pas dans les visuels, mais dans le montage, dans la narration. C'est un film très métaphorique, il y a beaucoup d'allégories, il y a beaucoup de choses à comprendre. Tant que t'as pas fini le film, tu ne peux pas comprendre le film. Et ne regardez pas la bande-annonce, c'est pas un film où c'est une sorte de film d'horreur dans une maison, rien du tout. C'est un film sur l'imaginaire, sur le rêve. C'est un film qui va te faire voyager dans la psyché de l'humain, et c'est froid, c'est glauque, mais c'est puissant. Franchement, j'ai trouvé ça très puissant. Un vrai film extrêmement touchant. C'est aussi disponible sur Netflix. Entre les acteurs, les visuels, l'ambiance et la conclusion que je trouvais magnifique. Si jamais vous avez besoin d'explications, tapez Je veux juste en finir et mon pseudo sur Twitter. J'ai fait un thread explicatif pour ceux qui n'ont pas cerné le film. En tout cas, bref, c'était une œuvre d'art pour moi. Ça aussi, c'était vraiment un film très prenant et j'y pense encore aujourd'hui. C'était vraiment là un film que j'ai failli mettre top 1, mais les deux autres sont assis à un très haut niveau. Ensuite, il faut parler de Manque de David Fincher. Tout de même, voilà, j'ai adoré ce film. Il m'a fait voyager, il m'a fait voir des choses incroyables. J'étais à fond tout le long, vraiment j'en pouvais plus, j'étais vraiment embarqué dans cet univers, dans cette aventure, dans l'Hollywood des années 30. C'est l'écriture du plus grand film de l'histoire des États-Unis. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les acteurs qui étaient formidables, j'ai adoré le rythme, vraiment je trouvais ça vraiment bien, je me suis pas du tout ennuyé comme beaucoup visiblement. C'est peut-être pas le film qui sera un grand succès sur Netflix évidemment, c'est un peu dommage parce que c'est une vraie œuvre d'art ça aussi. David Fincher ne déçoit pas et encore une fois il n'a pas du tout déçu, j'ai adoré ce film. Plus j'y pense, plus je l'aime, vraiment il y a tout qui est bon entre le parallèle de maintenant et l'époque alors que c'était pas du tout volontaire, les personnages, comment ils sont écrits, comment ils sont développés, leur complexité, enfin bref, c'était un super film et je ne peux que vous le recommander. Avant de vous donner mon film préféré de l'année, j'ai envie de vous partager quelques mentions honorables et on va commencer avec l'un des films les plus fun de l'année, c'est le film Boss Level. Je vais pas détailler en soi pourquoi j'ai mis ces films là, c'est juste des films divertissants pour différentes raisons parce que rien à voir avec Boss Level, c'est une ode américaine sur Netflix. Il y a aussi Dark Waters
que j'ai vraiment kiffé et Underwater que j'ai vraiment beaucoup kiffé aussi. Ne sous-estimez pas ce film, il est vraiment bien. Du côté de Netflix, on avait deux films très sympas, Les 7 de Chicago et Enola Holmes, qui sont bons de différentes manières. Un documentaire avec lequel je suis pas du tout d'accord, mais je trouvais vraiment bien fait et ça faisait réfléchir sur le documentaire Un pays qui se tient sage. Et l'autre côté, un film coréen qui est vraiment très bon aussi, c'est Lucky Strike. Dans un plaisir peut-être un peu plus série B ou même série Z des fois, c'est les films Enragés qui est vraiment fun et le film Greenland qui étonnamment est moins mauvais que ce qu'on pense. Dans l'action la plus pure cette année, c'était quand même Tyler Rake, et dans les films british d'action gangster, c'était évidemment The Gentleman. Un film d'horreur sympathique et sur la question humaine, c'était La Plateforme, et l'autre côté sur la question humaine mais plus précise sur la question des Noirs en France, c'est tout simplement Noir. Et l'autre Pixar que j'ai vraiment kiffé cette année, c'est évidemment En Avant. Un film que j'avais mis dans mon top de l'année dernière, mais il n'était pas sorti l'année dernière techniquement en France, du coup je le rappelle ici, c'est La Communion. Je le mets en mention honorable uniquement parce que j'en ai parlé l'année dernière, mais en vrai, c'est un chef-d'œuvre. Et mon film préféré de l'année, encore une fois, je vous ai dit que c'était très serré, mais c'était le film anti-2020 avec les scènes les plus anti-2020. Enfin bref, c'est le film Drunk. C'est l'histoire de plusieurs professeurs qui vont décider de garder un rythme d'alcoolémie assez stable tout le temps. Et évidemment, vous savez très bien que ça va mal tourner, mais c'est le film dont on avait besoin aujourd'hui. Dans un monde où on ne peut plus sortir, voir ses amis, aller au bar, sortir l'été, vivre comme on vivait avant, c'est le film dont on avait besoin. C'est une ode à la liberté, à la jeunesse, au plaisir d'être humain, de vivre, de voir plein de choses différentes dans notre vie. C'est un film qui te motive à vivre ta meilleure vie. Vraiment, tu as envie de sortir de la salle de cinéma après et vivre ta vie au maximum. Évidemment, j'ai vu ce film en octobre quand tout était fermé. Super. C'est un film hommage à l'être humain, c'est un film hommage à ce qu'on aime vivre et ça, j'ai adoré. C'est vraiment bien rythmé, c'est fun, les acteurs sont incroyables, vraiment rien à dire là-dessus. La scène finale est l'une des scènes finales les plus mémorables de tous les temps. C'est pour ça que je dis qu'on a commencé l'année en musique avec Jojo Rabbit et on finit l'année en musique aussi avec Drunk. Si vous ne l'avez pas vu, le film est déjà disponible en Blu-ray, donc foncez le voir, c'est un film qui vraiment mérite d'être vu. Et si vous n'avez pas vu Drunk, franchement, je sais pas ce que vous attendez parce que c'est un grand film. Je vais m'arrêter là, voilà, mettez-moi dans les commentaires quels sont vos films préférés de l'année 2020. Faites votre bilan un peu de l'année, ce que vous en avez pensé, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pour plus de vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. De temps en temps, je fais des lives sur Twitch, donc suivez-moi là-bas. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour toutes les news. Voilà, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.